Bonsoir à tous. Merci aux organisateurs, Vincent, Loïc. C'est bien dans la continuité du staff endocardite d'avoir su fédérer autant de disciplines. Donc moi, je suis Olivier Fouquet. J'ai la lourde responsabilité, 1, de clôturer la soirée, 2, de faire ça en 15 minutes, et 3, de vous parler de chirurgie avant les petits fours. Donc pas de conflit d'intérêts. Alors juste quand on parle d'endocardite infectieuse du cœur droit, on parle bien sûr des endocardites valvulaires, donc je vais, comme l'a fait Gabriel juste avant, on parlait essentiellement de la valve tricuspide, mais c'est aussi la valve pulmonaire, et bien sûr il y a toutes les sondes de pacemaker et de DEF, et donc pour le coup je ne vous parlerai pas des sondes de DEF et de PM, parce que ça ferait l'objet d'une présentation à elle toute seule. Alors comme je suis chirurgien, j'aime bien être, je pense être anatomiste comme tous les chirurgiens, donc c'est important aussi juste d'avoir quelques notions d'anatomie, parce que je ne suis pas sûr qu'on sache réellement les rapports anatomiques qu'il peut y avoir avec la valve tricuspide, et vous verrez que ça peut avoir des enjeux pour le post-opératoire. Alors quand on parle du cœur droit et du cœur gauche, bon ça je vais passer très rapidement, mais au niveau du cœur droit, on sait que la vélocité est à moins d'1 mètre seconde, et que le gradient moyen à travers la valve tricuspide, c'est environ 2 mm de mercure. Et donc il y a bien une cloison entre les deux ventricules, une cloison entre les deux oreillettes, avec des symptômes qui sont soit musculaires, soit membraneux. Quand on parle de la valve tricuspide, comme toutes les valves, elles sont formées de feuillets valvulaires, d'un appareil sous-valvulaire. C'est vrai pour la valve mitrale, mais ça l'est bien sûr vrai aussi pour la valve tricuspide. Donc une valve tricuspide, c'est 3 feuillets, un feuillet antérieur, un feuillet septal et un feuillet postérieur. Mais il faut savoir qu'il existe des cas de valves tricuspides à 2 feuillets, voire des valves tricuspides à 3 feuillets. Alors, je vais revenir un petit peu après, mais pourquoi c'est important? Parce que juste avant, Gabriel nous a montré beaucoup de données échographiques, mais il est important, quand le cardiologue effectivement nous présente le cas et nous décrit les lésions valvulaires, qu'on puisse nous déjà avoir une idée sur les lésions, quel feuillet et à quel endroit. Alors, il y a un appareil sous-valvulaire, les cordages, il y en a entre 17 et 36. Il y a essentiellement 2 muscles papillaires, un antérieur et un postérieur. L'antérieur va donner des cordages qui vont vers le feuillet antérieur et postérieur. Et il peut y avoir un feuillet pour la valve septale qui est variable et qui parfois est tout petit ou absent dans 20% des cas. Et ensuite, il y a l'anneau. L'anneau, alors là, c'est vraiment important, parce que l'anneau tricuspide, d'abord, c'est quelque chose de dynamique. C'est pas quelque chose, même si un anneau valvulaire est fibreux, mais c'est en tout cas dans le cadre d'une valve tricuspide, un anneau est dynamique, puisque au moment du cycle cardiaque, il peut y avoir des augmentations de diamètre, là aussi, de l'anneau tricuspide dans presque 30% des cas. Et enfin, les rapports anatomiques. Et ça, les rapports anatomiques, pour nous, c'est un vrai enjeu en chirurgie. On sait qu'il peut y avoir des complications post-opératoires, et je vais y revenir un petit peu après, qui sont en lien avec les rapports anatomiques. Alors, il y a essentiellement 3 rapports anatomiques. Il y en a un, on va en parler un petit peu plus après, qui est le nœud atrioventriculaire, mais il y a déjà des liens étroits entre le feuillet antérieur et le sinus non coronaire, et donc le feuillet non coronaire. Et on a des cas, effectivement, lorsqu'on passe nos poings dans l'anneau tricuspide, où on peut venir embrocher la valve aortique. La deuxième chose, c'est le nœud atrioventriculaire, et ça, je vais y revenir un petit peu après. Gabriel vous a montré une image d'une plastie de la valve tricuspide, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, lorsqu'on fait une annuloplastie prothétique, ce sont des anneaux qui sont ouverts. Pourquoi ils sont ouverts? Parce qu'il existe une zone ici où passe le nœud atrioventriculaire, dans ce qu'on appelle le triangle de Koch, qui est formé par le bord septal de la valve septale, le tendon de Tondaro et le sinus coronaire. Et c'est à ce niveau-là que passe le nœud atrioventriculaire, et je vais y revenir après, d'où le risque important de BAV post-opératoire. L'autre enjeu, c'est la coronaire droite, qui passe ici au niveau essentiellement du feuillet antérieur. Alors, je vais vous parler des différents principes chirurgicaux. Je ne vais pas vous tout détailler, mais d'abord, quand on parle de chirurgie, il y a la voie d'abord. Quand on va opérer un malade, la voie classique, ça tout le monde la connaît, enfin en tout cas beaucoup de monde la connaît,
C'est la fameuse sternotomie, c'est notre voie d'abord, celle qu'on utilise au quotidien. Mais il y a des possibilités aussi, quand on va opérer des cœurs droits, ou des valves tricuspides ou des valves mitrales, de passer par des orifices un petit peu plus petits, ce qu'on appelle des thoracotomies antérolatérales. On va sous le mamelon, et alors avec toute une configuration bien particulière, avec des CEC qui sont plus des CEC périphériques, avec des cannulations fémorales. Et ensuite, une fois qu'on rentre, je dirais, dans le médiastin, que le patient est en circulation extracorporelle, il faut ensuite aller aborder cette valve tricuspide. Pour aborder la valve tricuspide, finalement, c'est assez simple. Il faut ouvrir l'oreillette droite. Vous avez ici l'aorte, donc on est clampé, le cœur est arrêté. Vous avez le cœur, enfin le massif ventriculaire, et on ouvre l'oreillette droite, ce qui nous permet d'emblée d'arriver sur l'oreillette droite avec notre feuillet septal, notre feuillet postérieur et notre feuillet antérieur. Et on sait que nous, dans cette zone-là, on a le nœud atrioventriculaire. Ce nœud atrioventriculaire, je vous l'ai dit un petit peu juste avant, il est au niveau de ce qu'on appelle, nous, le triangle de Koch, donc bord septal, tendon de Tondaro, le sinus coronaire. Et bien sûr, c'est cette zone-là qui a très haut risque de bloc auriculo-ventriculaire. En termes de technique chirurgicale, alors là aussi, c'est difficile de dire quelle technique on va réaliser, mais tout va dépendre à la fois de l'échographie préopératoire et des constatations péropératoires. On peut faire des réparations valvulaires, c'est-à-dire on enlève la végétation, il y a un trou dans la valve, on ferme le trou avec un patch auquel on y associera une annuloplastie. Et vous voyez encore une fois, l'anneau il est ouvert pour éviter de passer des points au niveau du nœud atrioventriculaire. Donc, on peut mettre un anneau prothétique, on peut faire des plicatures au niveau des commissures entre le feuillet septal postérieur et antérieur. On peut faire ce qu'on appelle des bicuspidisations, c'est-à-dire de rendre la valve tricuspide bicuspide. Et il y a une autre technique, sans mettre d'anneau prothétique, mais qui revient à peu près à la même chose, qui est ce qu'on appelle la technique de Vega, c'est-à-dire de faufiler un fil tout autour de l'anneau pour resserrer cet anneau. Et enfin, il y a le remplacement valvulaire. Donc valvulaire, soit on met une bioprothèse, soit on met une valve mécanique, et j'y reviendrai un petit peu après. Concernant la valve pulmonaire, il y a là aussi des différentes techniques chirurgicales, mais quand on aborde une valve pulmonaire, donc vous avez ici l'aorte, vous avez l'artère pulmonaire avec ses branches droites et sa branche gauche. On ouvre longitudinalement la valve pulmonaire, on extrait la valve pulmonaire qui est infectée, on met une prothèse mécanique biologique. L'autre alternative, c'est un peu ce qu'on fait dans les reconstructions de voie droite et dans les interventions dites de Ross, c'est effectivement de mettre un tube valvé implanté au niveau de l'infundibulum pulmonaire et jusqu'à la bifurcation AP droite, AP gauche, en sachant que le gros risque dans cette chirurgie, vous le voyez, vous avez le tronc commun qui passe derrière et l'interventriculaire antérieur qui est juste ici. Donc ça, c'est aussi les choses pour lesquelles il faut être bien sûr extrêmement vigilant. La chirurgie valvulaire, donc Gabriel en a un peu parlé, mais je suis très content que tu n'aies pas trop détaillé parce que je ne voulais pas que tu me piques tout. Mais oui, il existe. Et c'est la technique d'Arbulu, c'est-à-dire la valvulectomie complète, c'est-à-dire d'enlever la valve pulmonaire. Alors oui, c'était à l'époque effectivement où il y avait la crise des opioïdes. C'était à Détroit, c'était effectivement une des villes où il y avait le plus de toxicomanie. Donc là, il a rapporté les premiers cas chez 6 patients, des toxicomanes. Et là aussi, l'histoire de l'endocardite, elle est très longue. C'est des patients qui ont été traités pendant plus de 6 à 8 mois avec de la carbénicilline, de la gentamicine. Alors avant, il n'a quand même pas fait ça chez l'homme. Il a dit on va faire ça chez le chien. Et donc, ce qu'il a constaté chez le chien, c'est une ventricularisation, ce qui est tout à fait logique, de l'oreillette droite avec des pressions artérielles moyennes qui ont chuté et des jugulaires qui sont pulsatiles. Alors c'est rigolo parce que quand j'ai fait cette présentation, mardi, j'ai vu Monsieur A en consultation et j'étais complètement focus sur ses jugues. Et effectivement, il avait des jugulaires qui étaient bien pulsatiles. Il rapporte il y a quand même 2 décès et puis 4 cas avec des patients qui étaient vivants à 18 mois. Puis quelques années plus tard, il a rapporté 20 ans d'expérience de tricuspidectomie. Donc ça veut dire qu'il y a des patients qui ont vécu et qui ont survécu sans valve tricuspide. Alors je ne suis pas infectiologue, mais c'est peut-être une question, en tout cas à l'époque. Le germe qui était le plus souvent retrouvé dans les années 70 jusqu'aux années 80, alors c'est sur des tout petits effectifs, c'était essentiellement du Pseudomonas. Et après, à partir des années 80,
on est passé plus sur du staphylocoque. Mais vous voyez que la survie, il y avait quand même 70% qui ont survécu à 10 ans. C'était essentiellement des héroïnomanes. Il y a 53 patients qui ont des tricuspidectomies, je vais y arriver. Et il y en a 2 qui ont eu des tricuspidectomies et des excisions de la valve pulmonaire. C'est-à-dire qu'on a tout enlevé, quoi. Et il y a quand même 12 décès. Alors, après, je me suis... bon, je vais rapidement. Hein, les endocardies du cœur droit, 5 à 10% des endocardites, que 46% des toxicos feront une bactériémie à staph, et que 5 à 20% des hospitalisations chez les toxicos sont liées aux endocardies du cœur droit. Alors, je suis allé regarder quand même aussi, parce qu'effectivement, j'avais la même constatation que vous. On parle beaucoup d'endocardie du cœur droit, mais 1% de la population dans le Maine-et-Loire et dans la région d'Angers, alors bon, c'est des données de l'ARS, mais qui datent de 2017, 1%, entre 1 et 1,5% en tout cas, vont présenter des intoxications à l'héroïne par voie intraveineuse. Donc on a encore pas mal de boulot. Alors je voulais revenir parce que c'est un objet, c'est ce qui fait aussi l'objet, c'est très bien parce qu'il y a les anesthésistes, je me suis dit il faut parler un petit peu de ça, mais de la dénutrition, parce que oui, ces profils de patients, au-delà de leur maladie cardiaque, c'est surtout des patients qui sont dénutris, et vous voyez que la prévalence est quand même de 24% chez ces sujets, je vais y arriver, et que 88% de ces patients ont des altérations à la fois de l'appétit, mais aussi de la façon dont ils mangent et de leur qualité nutritionnelle. Et la moitié des patients ont des vrais déficits à la fois en fer, en vitamines et en potassium. Et lorsqu'on parle de dénutrition, la dénutrition, c'est un véritable enjeu, parce que la dénutrition, lorsque vous avez un indice de masse corporelle inférieur à 20 avec une albumine qui est à moins de 25, ça a une incidence, et ça c'est très largement montré dans la littérature, sur la mortalité, les AVC, l'insuffisance rénale, la fibrillation auriculaire, et donc bien sûr l'augmentation des durées de séjour. Donc quand on parle de dénutrition, il y a effectivement des recommandations formalisées d'experts, de l'ASFAR, de la SFCTCV, donc Société des anesthésistes et des chirurgiens. Je ne vais pas vous détailler tout ça, mais effectivement, lorsqu'on a des patients qui sont extrêmement dénutris, si on peut retarder au maximum la chirurgie, c'est mieux. Et surtout, il faut pouvoir les supplémenter à la fois, enfin en tout cas corriger tout de ce caractère nutritionnel, de dénutrition. Pardon. Alors les dernières recommandations, Gabriel l'a montré. Là aussi, je vais passer vite, mais effectivement, finalement, poser l'indication opératoire, c'est pas très compliqué sur les endocardies du cœur droit. Ça répond à la fois à des critères morphologiques sur la taille de la végétation, les atteintes ou pas du cœur gauche, et des critères hémodynamiques, et en particulier l'insuffisance cardiaque sur des IT et les insuffisances respiratoires sur les emboles septiques. Tu parlais de monsieur A que j'ai vu, il est à 250 mg de l'Azilix aujourd'hui, donc ça veut dire que quand même il fait de l'insuffisance cardiaque, même s'il le tolère très bien, et probablement effectivement que toutes ces études, ces tricuspidectomies ont montré qu'il y a une tolérance qui peut être longtemps jusqu'à effectivement, et c'est là où il faut que nous on intervienne avant qu'il y ait une réelle défaillance du ventricule droit. Ah ben ça marche. Donc vous voyez, donc effectivement quand on a sur cette échographie une végétation comme ça, on ne se pose pas trop la question. Sur une valve pulmonaire, là non plus, on ne se pose pas trop la question. Lorsqu'on a des emboles, et là aussi, on comprend bien que si on ne traite pas le problème à la fois par les antibiotiques et par la chirurgie, on n'avancera pas. En tout cas, le patient, lui, n'avancera pas, ça c'est sûr. Alors, quels sont les résultats de la chirurgie? J'ai retrouvé cette méta-analyse qui a 5 ans exactement, sur 12 études. Alors, c'est que du rétrospectif, bien entendu, mais qui a même regroupé plus de 1100 patients, avec une médiane de survie qui était de 3,8 ans. C'était essentiellement une majorité de population toxicomane intraveineux, mais il y a aussi, vous voyez, quand même presque 20% d'infections de matériel. Après, il y a toutes les maladies d'Einstein, enfin les endocardites du cœur droit sur des pathologies congénitales. Les indications de la chirurgie, c'était les embolies pulmonaires, l'insuffisance VG, enfin l'IVG, l'IVD, les bactériémies persistantes. Et dans ce papier, qui est un papier chirurgical, c'était publié dans la TS, ils ont comparé les populations de patients qui ont eu des plasties de la valve tricuspide à ceux qui ont eu un remplacement de la valve tricuspide. Alors la mortalité après chirurgie, la mortalité précoce, 3,5%, que ce soit plastie ou remplacement valvulaire. La mortalité tardive, donc avec un follow-up de 3,8 ans, 8%, et 10% dans les remplacements de la valve tricuspide. La récurrence de l'endocardite,
1,4% dans les plasties, et vous voyez que c'est significatif. En tout cas, il y a plus de risques d'endocardite infectieuse ou de récurrence de l'endocardite infectieuse lorsque le patient est implanté par une bioprothèse, mais ça paraît assez logique. La réintervention, il y a effectivement du coup plus de réintervention sur les remplacements valvulaires tricuspides parce que la bioprothèse peut dégénérer. Il faut savoir qu'on implante des bioprothèses à des patients qui ont parfois moins de 40 ans, ça Gabriel l'a montré, mais on ne réopère pas toutes les plasties alors que souvent on se retrouve avec des plasties ou des insuffisances tricuspides après plastie qui peuvent être modérées à sévères et qu'on va laisser évoluer un petit peu dans le temps et avec un risque relatif qui est multiplié par 4 en particulier pour les plasties de la valve tricuspide. Et en ce qui concerne le bloc auriculo-ventriculaire, parce que ça c'est une discussion qu'on a régulièrement, la raison pour laquelle quand on fait un remplacement de la valve tricuspide, on va mettre systématiquement ces sondes de pacemaker, c'est que pour passer nos points dans la valve, on va nécessairement passer dans l'endroit où il y a le nœud atrioventriculaire. Bah oui, quand on met une valve, quand on fait un remplacement de la valve tricuspide, on a quand même un risque beaucoup plus important de faire un taux de pacemaker. Enfin, un taux de pacemaker qui est largement augmenté, avec dans cette étude effectivement des facteurs de risque retrouvés de PM pour les tricuspides, bien sûr, les endocardites de la valve tricuspide, ou pour les patients qui sont passés par les soins intensifs, qui n'ont pas nécessairement eu d'emblée un pacemaker, mais finalement c'est cette population qu'il faudra malgré tout implanter. Alors la question se posait tout à l'heure, est-ce qu'il vaut mieux mettre des mécaniques ou des bioprothèses en position tricuspide? Moi j'avoue que je crois, dans mon expérience, j'ai jamais mis de prothèse mécanique en position tricuspide, mais pourtant finalement quand on regarde, que ce soit la mortalité, la réintervention, la survie, il n'y a pas de différence significative, pourtant c'est une grosse méta-analyse. Par contre, mais ça c'est le propre des prothèses mécaniques, plus de risques thromboemboliques et plus de risques thrombotiques effectivement avec les prothèses mécaniques. Alors je vous ai mis cette petite vidéo parce que effectivement, et on en a parlé, des procédures transcathétaires, effectivement d'aller faire du de mettre une bioprothèse type TAVI à l'intérieur d'une bioprothèse en position tricuspide, c'est pour le coup pas très compliqué. En conclusion, j'espère que j'ai tenu, oui c'est bon, les endocardites du cœur droit, c'est essentiellement des atteintes valvulaires. On est dans le cadre, effectivement, mais ça, Gabriel l'a bien souligné, d'une population de patients qui sont essentiellement toxicomanes, mais au-delà, encore une fois, de la pathologie cardiaque et infectieuse pour laquelle il vient, c'est quand même un terrain qui est très particulier et souvent des patients qui sont dénutris avec, là aussi, des enjeux qui sont vraiment importants en post-opératoire. Ces endocardites du cœur droit sont quand même des endocardites délabrantes. C'est pour ça qu'on part souvent sur des remplacements valvulaires et on aura tendance à privilégier les bioprothèses. Je vous remercie. Merci Olivier. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce sujet chirurgical du cœur droit ? Moi, je dois reconnaître une chose, c'est que, bon, ça fait quand même un certain nombre d'années que je fais de la chirurgie cardiaque. C'est nouveau de voir des endocardites sur les valves pulmonaires. J'en avais jamais vu. La chirurgie de la valve pulmonaire, hormis les lésions congénitales, c'est autre chose. C'est pas une valve qui était tellement atteinte par les pathologies acquises. Et là, ça fait quelques cas que l'on voit d'endocardite des valves pulmonaires. Donc tu parlais de réparation de la tricuspide. La question se pose assez peu, c'est ça? Parce que, enfin, autant pour la mitrale, on a souvent tendance à dire qu'il faut y aller vite afin qu'on n'ait pas de remplacement valvulaire à faire, qu'on puisse faire l'angioplastie. Et donc c'est quelque chose, enfin je le vois sur certains staffs qui poussent à opérer relativement rapidement. Donc là, Gabriel nous a parlé des freins à une chirurgie rapide chez des patients qui sont volontiers toxicomanes, qui ont des lésions pulmonaires, etc. Est-ce que, par analogie, on peut avoir ce même type de réflexion pour la tricuspide, c'est-à-dire y aller peut-être un peu plus tôt malgré le terrain, malgré l'état pulmonaire, afin de pouvoir réparer la valve et éviter
l'implantation d'une prothèse dont on sait qu'elle sera beaucoup plus à risque infectieux chez un patient qui risque de rechute et de sa toxicomanie? Alors c'est une bonne question. Alors pourquoi on va plus rapidement sur la valve mitrale? Parce que d'abord les enjeux, le pronostic à très court terme est quand même différent du pronostic sur les endocardites du cœur droit et en particulier sur la valve tricuspide. Vraiment la valve tricuspide, mais en dehors des abcès pulmonaires, on a quand même le temps de voir venir un petit peu les choses. Sur la valve mitrale, quand tu as une grosse végétation, on sait que le risque embolique majeur fait que il faut y aller beaucoup plus vite que sur une valve tricuspide. Après, il y a l'autre chose, c'est que et ça c'est montré, on a l'expérience ici à Angers, c'est vrai qu'en termes de réparation valvulaire, là aussi sur la mitrale, dès qu'on peut réparer, il faut réparer, quoi. Enfin, et ça, toutes les études montrent qu'en termes de qualité de vie, de risque de réintervention, enfin tout ça, ça c'est acté. Sur la valve tricuspide, effectivement, on réfléchit différemment parce que le terrain est différent aussi. Encore une fois, si on a été un peu plus réticent à chaque fois sur tous les dossiers qu'a montré Gabriel un petit peu au début, c'est pas parce qu'on remettait en cause l'indication opératoire, mais c'est surtout parce que le terrain n'était pas favorable à la chirurgie. Donc c'est toutes ces discussions qu'on peut avoir sur les staffs, en particulier avec les anesthésistes et tout ça. Donc là, on se permet d'attendre un petit peu plus. Et là aussi, parce que on sait derrière que comme l'a montré aussi Gabriel, la survie est peut-être un petit peu moins bonne sur ces patients, mais que finalement il n'y a pas de réelle différence entre un remplacement valvulaire en position tricuspide qu'une plastie, sauf en termes de risque de réinfection du matériel. Donc c'est vraiment deux cas différents, c'est-à-dire enfin en tout cas moi c'est comme ça que on raisonne pas de la même façon et pas nécessairement sur l'appareil valvulaire, mais plus sur le terrain du malade, sur si on peut mieux le stériliser. Il y a aussi un autre point de vue, c'est que honnêtement, en matière de pathologie mitrale, on sait à peu près sur quoi on va tomber quand on y va. Les échographies sont précises, on connaît les lésions. La valve tricuspide, Gabriel l'a dit, c'est difficile à analyser. Et l'ETO 3D, voilà, c'est pas les bons plans d'axe et tout. On n'a que le TT. Et Monsieur F, dont on parlait, la bonne surprise, c'était de trouver des lésions réparables, mais je ne m'attendais pas à ça d'après les descriptions comme on avait faites auparavant. C'est beaucoup plus difficile et on ne sait pas trop sur quoi on va tomber. Alors que la mitrale, globalement, on sait à peu près à quoi s'attendre. Puis on a le sentiment aussi qu'ils arrivent assez tard avec une valve qui est rarement réparable en fait. Enfin, je me trompe peut-être. Ouais, mais souvent les lésions, là aussi, les lésions sur la tricuspide, elles sont souvent délabrantes. Enfin, quand on y arrive, c'est un gros magma, on ne reconnaît rien. Donc le premier truc qu'on fait, effectivement, c'est tout couper, quoi. Ils ont mieux supporté ces lésions tricuspides sévères. Là, tu as vu la valve, la tricuspidectomie totale, c'est quand même impressionnant qu'on puisse enlever la valve tricuspide. Alors que la mitrale, il y a un risque de mort subite en cas de fuite mitrale massive, brutale sur une déchirure ou bien un embole cérébral. Du coup, là, les mitrales, on est beaucoup plus inquiets. Et les tricuspides arrivent plus tard avec des valves qui vont mieux supporter leur dysfonction. Il ne faut pas oublier que dans les congénitalistes, quand il faut une intervention de fond de temps, ils chantent toutes les cavités droites. Et c'est viable. Pas bien, mais c'est viable. Il y a des patients avec des maladies d'Epstein qui vivent 40 ans et ils ne sont toujours pas insuffisants cardiaques. C'est quasiment une absence de valve tricuspide congénitale. Et pour ce qui est de la valve pulmonaire, c'est vrai que nous, on va devoir un petit peu s'attacher à bien regarder ces valves pulmonaires. C'est pas facile en échographie. En ETT, elle est assez proche, mais c'est la focale beaucoup plus courte et c'est pas une valve qu'on a l'habitude de regarder. Les feuillets sont plus fins. Et après, en ETO, c'est pareil, elle est cachée derrière la valve aortique souvent. C'est compliqué. Il y a peut-être une place là pour l'imagerie de coupe pour ces patients toxicomanes. Il faut un bilan lésionnel en amont. Je te confirme, on a eu les 2 dernières endocardites pulmonaires qu'on a eues. Il y avait un ROS avec une infection du tube. Et le diagnostic sur visualisation d'une énorme végétation au scanner. Et puis celui qui est actuellement chez nous, en effet, tu l'as montré, je crois, Gabriel, il y avait au scanner, on voyait très très bien la végétation. C'est des végétations mais monstrueuses à chaque fois. Et qui peuvent être très bien cachées en échographie. Je crois qu'on va clôturer la soirée là, 43. Merci à tous pour votre présence. Merci également pour votre présence au staff endocardite. C'est toujours un plaisir de discuter avec tout le monde au staff endocardite. Et puis, écoutez, on va pouvoir passer aux réjouissances maintenant.